Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast d'Audace d'entreprendre. Aujourd'hui on est au Zénith de Dijon et on reçoit encore des invités. Et aujourd'hui, Embrick. Bonjour, tu vas bien ? Bonjour, ça va très bien, merci de nous recevoir. J'ai l'impression qu'on a fait un truc super conventionnel dès le début alors qu'on n'est pas du tout conventionnel dans nos têtes. Non, t'as l'impression ? Exactement. Tu peux te décrire, nous dire un peu qui t'es parce que un sacré personnage. Hein. Un sacré personnage, ouais. D'accord. Me décrire, comment on se décrit ? Je sais pas, tu dis un peu ce que tu fais. Alors moi je suis artiste, je fais des tableaux en Lego en 3 dimensions. Comme celui qu'on a derrière. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est des images pixelisées grâce au Lego. Et par la force des choses, chef d'entreprise, puisque en fait ces tableaux sont vendus, commercialisés on va dire. Commercialisés, ouais. Voilà. Et au départ, pas du tout là-dedans. Au départ, pas du tout là-dedans. Ouais. En fait, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai fait du hockey sur glace professionnel pendant 20 ans. Et reconversion professionnelle. J'ai eu un petit passage d'une année où j'étais papa au foyer. Et après, il a fallu se lancer dans le grand bain, dans la vie active normale à 36 ans. Donc beaucoup de retard par rapport aux gens qui étaient déjà sur le marché du travail. Tu l'as senti ce retard ? Ah ouais, complètement. Ouais. Déjà, entre l'arrêt d'une carrière sportive qui est hyper difficile à gérer et justement le décalage complet qu'il y a entre le monde du travail et le travail dans lequel j'étais avant. En fait, avant, je rentrais dans un vestiaire avec des potes. Ouais. Et là, en fait, on est au travail. La moitié des personnes, ils ne vous parlent pas. Ça met des distances. Il n'y a plus le même relationnel. Ah, mais pas du tout. Avant, tu arrivais, tu pouvais dire n'importe quel mot, n'importe quelle phrase, tout était bien pris. Et là, tu es un cadre, tu dois te conformer. Parce qu'en fait, tu as fait hockeyeur, un peu dans le monde de l'entreprise salariée, et ensuite tu t'es lancé. C'est ça, c'est le switch hockey salarié qui t'a fait en fait, qui a été vraiment très difficile parce que j'ai pas du tout compris le monde, j'ai pas du tout compris les codes. Je me suis complètement noyé dans le truc et puis plus ça allait, plus moi je sombrais petit à petit et un jour j'ai commencé à faire un peu de street art avec des Lego et puis ça a commencé à prendre, un compte Instagram où personne sait qui est derrière, le compte commence à prendre, tu vois, t'as les deux qui commencent à se juxtaposer, t'en as une qui commence à prendre un peu plus le pas. Commencé à avoir une commande, 2 commandes et puis un jour je suis rentré et j'ai dit j'ai démissionné. Je l'ai pas bien fait parce que tu vois, c'est tu t'organises normalement. Ouais. Mais je sais pas, je l'avais senti ici, je me suis dit faut y aller. J'avais aussi sûrement la chance que derrière il y ait un revenu qui soit assuré, qui m'ait permis de me lancer. Peut-être que tout seul j'aurais pas fait cette démarche, mais je l'ai fait de cette manière, quoi. Et tu l'as senti comment ? Tu t'es dit c'est maintenant, faut que je fonce ? Ou t'as vraiment fait ça sur un coup de tête ? J'ai l'impression que c'est plus le coup de tête là. Ouais. En fait c'est plus ça me trottait dans la tête, et puis genre tu vois un jour tu te dis je vais voir mon boss et puis ciao. Au revoir. Ouais, tu vois, tu sais, genre quelque chose à me dire. Oui, au revoir. Ouais. Tu vois, un truc simple, du moins plus sous le coup de l'émotion et pas structuré. Comme le côté sportif. Quand t'es dans le sport de haut niveau, certaines personnes ont été confrontées sûrement à ça, ceux qui nous écoutent ou pas. Mais à un moment, t'as des choix, t'as des décisions à faire, et c'est pas des décisions à faire du tac au tac, mais quand t'es sur le terrain, là, c'est du tac au tac. Et je pense que t'as peut-être un peu ça qui est revenu en mode. Là je dois tirer, là je dois me placer en défense, là je dois faire un truc. Et tu t'es dit, là il faut que je me sorte de cette situation rapidement parce que je suis pas heureux. Alors ça, et puis surtout, tu vois, dans les trucs de sportifs de haut niveau, tu as la gestion du sport tout de suite maintenant, qui est quand tu joues, tu dois prendre des décisions, des choses comme ça. Mais en fait, contrairement à beaucoup de travail, tu es rythmé par des saisons. C'est-à-dire que tu finis ta saison et en gros, il te reste 2 mois pour savoir si tu es en fin de contrat, si tu re-signes là, en fonction de la saison que tu as faite, ou tu peux signer là-bas. Tu vois, par exemple, tu veux changer de job, tu peux prendre 6 mois pour réfléchir parce que le boulot, ce sera toujours le même dans 6 mois. Là, tu as des saisons qui arrivent, il faut que tu prennes des bonnes décisions, il faut que tu captes toutes les infos. T'étais suivi, t'avais un agent, t'avais quelqu'un Alors, j'ai dû avoir un agent pendant un moment parce que pour signer dans un certain club, il traitait qu'avec des agents. Mais sinon, je suis passé de serrer la main à des présidents sans avoir de contrat jusqu'à avoir des contrats et avoir des agents, quoi. Il y a tout type de... Voilà, moi je suis arrivé au moment où ça commençait à être professionnel jusqu'à ce que ce soit bien professionnalisé et que on joue pour des entreprises après. Et le titre pro, tu l'as pris à quel âge ? 16 ans, 18 ? À 16 ans. Moi je suis parti de chez moi à 16 ans pour avoir un premier contrat et puis tu fais ça pour le fun. C'est trop bien en fait.
T'es payé pour aller jouer avec tes potes. Et puis en plus, à cette époque-là, tu devais te payer au lance-pierre, je pense, pour payer. Ouais, exactement. Tu vois, on était, je me souviens, c'était logé dans un internat. Il y avait un resto à la patinoire, donc nourri, plus la cantine du midi. On était sponsorisé par une blanchisserie et ils nous filaient 1000 francs à l'époque, en 96. C'était la vie de rêve. La vie de rêve à l'époque, incroyable. Tu sais, tout le monde. T'es avec tes potes en internat. C'est ça, tout le monde travaille, des petits boulots à droite à gauche. Moi, c'est des choses que j'ai malheureusement pas connues ou heureusement pas connues. Du moins, tu vois, je pourrais pas me positionner. T'as une carrière de vie qui est totalement atypique par rapport à tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. Souvent, tu termines, ensuite tu fais des études supérieures. Et ensuite, tu t'enchaînes directement sur soit tu pars dans l'entrepreneuriat, soit tu t'es salarié. Donc, mais c'est pour ça, c'est peut-être même ce qui a un peu animé ta création aujourd'hui. Alors, tu t'inspires encore de ce que tu as fait avec le hockey pour faire des créations ou pas du tout? Alors, pour la partie création, pas du tout. C'est plus pour la partie gestion. Tu vois, j'ai une grosse période où je voulais pas me mettre sur les réseaux sociaux parce que le truc que j'ai pas aimé dans sportif de haut niveau, c'était la partie notoriété. Tu vois, genre, on en a échangé on en avait off déjà échangé, avant, mais c'est vrai qu'on a échangé un peu en off pour ceux qui nous écoutent. La partie genre comme les Daft Punk, Invader, Banksy, tu vois, où je me dis, eux ils font un travail où ils sont hyper connus, mais personne ne les reconnaît. Et je trouve que c'est, tu vois, ils ont atteint pour moi le Graal du système en fait. Parce que toi, montrer ta personne, c'est pas ce qui te. Ouais, c'est plus ton travail. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est montrer qui je suis. Du moins, tu vois, tu as toujours envie de te montrer des choses comme ça, mais en fait, tu as aussi beaucoup de personnes qui viennent juste te parler parce qu'ils t'ont reconnu là-dessus. Et moi, c'est la partie, quand j'étais sportif, qui me plaisait le moins, en fait. Ouais, parce que ça apportait... La partie notoriété, moi, m'apportait... Parce que les gens venaient te parler parce que tu étais un tel. C'est vrai, tu as des moments, tu es content, tu vois, les gens, ils te reconnaissent, tu vois, c'est cool, ça flatte ton ego, tout ça, mais en fait... les gens qui sont hyper célèbres, ça doit être ils l'ont cherché, mais ça doit être doit être un peu relou. Tu prends des superstars à la Brad Pitt, tu peux pas faire un resto tranquille, tu peux pas aller te poser non, t'achètes au le café resto, Hugo à Dijon à la place de la Libre sans qu'il y ait quelqu'un qui te dise bonjour, quoi. Non, Hugo serait content, mais je suis pas sûr que. Mais non, c'est sûr. Mais moi, ce qui me touche vraiment dans ton parcours de vie, c'est que t'es passé du tout au tout à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi, tu as une cassure à chaque fois et elle a été nette. Tu passes sportif, cassure, salarié, cassure, entrepreneur artistique. Parce que franchement, entrepreneur artistique, pour aller chercher ce petit truc, c'est vraiment qu'avant, tu kiffais un peu quand même la mode ou les trucs comme ça, ou tu avais quelque chose? Ouais, j'ai toujours eu une appétence pour les jolies choses. Tu vois, j'adore les baskets, j'aime bien la mode sans spécialement la suivre, mais tu vois, j'ai toujours bien aimé certains codes. J'aime l'art, mais sans vraiment aller en profondeur, tu vois, t'aimes bien aller faire des visites, t'aimes bien aller voir des musées, t'aimes bien aller dans des expos. J'ai un goût pour certaines choses ou pas pour d'autres. Tu vois, par exemple, j'adore le mobilier, j'adore les fauteuils et les luminaires. Tu vois, ça c'est un truc j'adore. Donc chez toi, tu travailles un peu ta même pas parce que en fait, malheureusement, les choses que j'aime, tu vois, c'est toujours des trucs un peu iconiques à collectionner, qui coûtent cher. Et pour l'instant, je mets les sous, autre part. De côté, ouais. Autre part, de côté, ouais. T'as des projets là qui arrivent un peu, des choses tu peux dire. Non, là j'ai l'atelier qui est en train de se finir. C'est quoi l'atelier? L'atelier, c'est là où je travaille. En fait, j'ai tout le temps travaillé de chez moi. J'ai jamais. Ah oui, tu t'es créé ton propre. Ouais, c'est ça en fait, le propre lieu qu'on a acheté, qu'on a investi, qu'on a travaillé pour que ce soit agréable à travailler. Il reste quelques touches à finir et puis maintenant ça va être... là on a 1 an de commande d'avance et puis on est en train d'essayer de travailler sur des projets à côté qui n'ont rien à voir avec la partie de l'art mais qui restent toujours sur la partie des Lego. On travaille sur des tableaux collaboratifs. J'avais beaucoup de demandes sur les logos d'entreprise que j'ai toujours refusé parce que comme je fais entre 10 et 15 tableaux par an, je préfère garder un côté... une approche artistique, tu vois, sur des voitures, des mondes, des animaux, des visages, des choses comme ça, plutôt qu'un logo. Donc en fait, on est en train de réfléchir à une deuxième entité qui, elle, est capable de travailler les logos, pas de la manière artistique, beaucoup plus simple. Okay. Mais voilà, pour pouvoir répondre à une autre forte demande qu'on a. On a ces deux vecteurs de travail. Tu dis on parce que t'as du monde avec toi?
Alors en fait, j'ai Mathéo qui était avec moi, qui était en stage, puis après qui était en alternance et qui là depuis septembre qui est en CDI. Ok. Et qui lui s'occupe de tout le back-office en fait, qui gère les réseaux sociaux, les photos, les montages vidéo, les mails, quand on part en déplacement, il les organise. Et moi voilà, je m'organise vraiment de la partie créa des tableaux. Créa, ouais. Et justement en fait avec cette forte demande qu'on a, de me dire moi je vais garder toute la DA de cette deuxième entité qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Et lui il a chapeaute un peu plus où il y a le côté un peu logistique. Ouais, et puis surtout en fait aussi sur les œuvres d'art, moi je dis je travaille pour lui, ou ça on fait pas, ça on fait là. Il aura normalement un peu plus une liberté de dire ok choix. On avance, et puis même si on reste tous les deux dans l'échange de comment ça va avancer, voilà, donner un peu plus de. T'as eu des petits échecs, des trucs à nous raconter, des trucs que tu t'es dit là j'ai merdé, je crois. En fait, c'est plus avec le recul, par exemple, sur ta carrière de sportif, où tu te dis si j'avais compris, si j'avais cet âge-là, j'aurais compris certaines choses et je serais monté un petit peu plus vite. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de retransmettre dans ma partie artistique en me disant réfléchissons genre un tout petit peu plus longtemps et un tout petit peu plus loin avant de dire on va à cet endroit-là. J'ai la chance je vais toucher un peu du bois qui est un peu loin, de ne pas avoir eu de gros échecs. On a eu avec Maxime qui est passé juste avant nous, on a eu une grosse déconvenue que moi je vais prendre comme un échec, c'est qu'on devait aller à Macao. On était invité pour le Grand Prix de l'horlogerie de Genève à Macao et on devait présenter 3 œuvres chacun. Okay. Qu'on a réalisées, et en fait à un mois de partir, tout a été annulé pour des restrictions budgétaires. Okay, et nous on avait réalisé les œuvres et on s'était organisé notre périple sur une semaine d'aller voir les galeries là-bas, d'aller voir toutes les choses comme ça. Et si tu veux, moi j'ai mis longtemps à me remettre de cette déconvenue qui n'est pas un échec parce que j'ai pas fait un bon choix, si tu veux, mais pour moi je le prends comme un échec personnel. Ouais, comme un échec un peu. C'est vrai que c'est quand tu le dis, c'est pas un échec direct toi qui dit non, là j'ai pas fait le bon truc, j'ai pas fait la bonne créa. C'est plus un échec où t'as mis beaucoup de ton temps et au final on t'a dit en fait c'est pas possible. En fait je crois que ce qui a été le temps, en fait après tu fais autre chose, tu le retransformes. En fait c'était plus vraiment en partie émotionnelle, tu vois. On s'était été comme si genre tu te montes la tête, tu dis on va faire ça, tu vois, tu commences à prendre des plans de la ville, à regarder c'est là. Tu te mets dedans, tu t'imagines. T'appelles 2-3 personnes que tu connais qui sont passées par Hong Kong, qui tu connais, ok t'appelleras, tu vois, tu commences t'es déjà dans ton voyage quoi, tu vois. Et c'est marrant parce qu'en fait on s'est appelé la veille du coup de téléphone et on a dit c'est bizarre, j'ai fait un rêve, il y a moyen que ça se fasse pas. Tu vois, vraiment les deux, on a eu cette sensation. Avec Schema. En fait, avec Schema, on a eu à 12 heures d'intervalle, on a fini par avoir un échange et le gars nous a appelé 2-3 heures après ou le lendemain et nous dire terminé quoi, je veux pas. Ouais. Enfin, je veux pas dans le sens pas possible pour le budget. Voilà, pas possible. Et ces œuvres-là, vous les avez utilisées pour autre chose avec ces œuvres-là, en fait, je sais pas où en sont celles de Maxime. Moi, elles ont été vendues. Donc, il y en a une qui est partie aux États-Unis, il y en a une qui est partie dans un musée en Suisse et une autre aux États-Unis, je crois encore. Ça doit être stylé quand même de se dire, j'ai mes œuvres à ces endroits-là à chaque fois. Tu prends du recul des fois en te disant, ce que je fais, c'est quand même pas, c'est un peu à la hauteur des Picasso ou des mecs comme ça quoi. Alors dans ce cas-là, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai pris beaucoup de recul et j'ai remarqué que j'étais pas du tout à leur hauteur parce que en fait eux ils sont vraiment dans la partie artistique, création, tu vois, ils se lèvent avec putain, faut qu'on fasse ça. Je suis muet par ça, je veux véhiculer telle image par rapport à telle cause qui me tient à cœur. Moi, je reste quand même aussi dans une partie entrepreneuriale où je me dis, tiens, je sais que ça va fonctionner, ça peut se vendre. Tu vois, il y a une partie artistique qui est parce que toute la conception, faut aussi filer à faire ça. Mais il y a aussi une partie un peu marketing derrière et gestion d'entreprise. Et sur la partie marketing, du coup, tu t'inspires un peu des Daft Punk, Bansky, dans la manière de fonctionner ou même pas du tout ? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que je vais tout le temps aller vers les grands comme ça en me disant...
Comment ils font ? Est-ce que ça, ils le feraient, tu vois, par exemple, les artistes, nous, t'es beaucoup appelés par des concessions, par des avocats qui veulent... venez dans nos locaux, installez vos tableaux, nous, on a plein de monde qui vient, vous allez voir, vous allez vendre. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'on leur fait une déco... Quand t'es l'artiste, tu vois, quand tu remballes tes œuvres, t'as l'impression que tu fais plus une déco gratuite que... Donc en fait aujourd'hui, ça, moi il n'y a pas de problème, je le fais, sauf que ça me coûte un camion pour venir, ça me coûte 2 jours parce que tu montes et tu démontes. Donc en fait aujourd'hui ça a un coût. Donc, et voilà, je me dis, tiens, est-ce que tel artiste il ferait ça ? Non ? Ok, donc bon, on va essayer de faire 100 et d'avancer. Et t'as qui comme inspiration vraiment où tu te dis... Moi j'aime bien Invader, j'aime bien Banksy, j'aime bien ces artistes-là. On fait pas du tout le même travail, pas du tout le même métier, mais si tu veux, c'est des artistes qui m'inspirent. Après, pareil, sur les sportifs de haut niveau, les choses comme ça, tu vois. Est-ce qu'ils vont tourner dans telle ou telle pub ? Tu vois, tu te poses la question. Tu vois, je pense qu'en fonction de la notoriété que tu as, tu prends les pubs qu'on te propose, et puis après, parfois, tu peux dire non, et puis ça te fait peut-être... Ce que ça m'a appris, c'est à dire non. Tu vois, en fait, je passe mon temps à dire non. Est-ce que vous pouvez faire une œuvre ? Non, parce que j'en fais que tant par an. Et en fait, j'ai appris à dire non, et ce qui est marrant, c'est que le non, presque il t'ouvre des portes parfois, parce que il m'a dit non, pourquoi ? Et puis tu as les gens qui viennent, qui reviennent, et puis ça pousse des murs, j'ai l'impression un peu. Ok, je vois. Ouais, c'est intéressant d'avoir un peu ce côté-là, mais sur tes œuvres, tu as des œuvres, on va parler peut-être un peu chiffres et tout. C'est quoi les tarifs un peu de tes œuvres, combien tu les vends, pourquoi est-ce que tu fais des dotations pour des musées, comment tu fonctionnes toi sur ton milieu pour bien sûr gagner ta vie, parce qu'il faut bien gagner sa vie, chacun doit gagner sa vie, mais comment tu fonctionnes sur tes tarifs, comment tu arrives à positionner, parce que c'est quand même assez c'est touchy de se dire mon œuvre il y a eu tout un cheminement. Okay. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui la première œuvre que j'ai vendue, c'est vendu le prix des frais de transport pour envoyer une œuvre originale aux États-Unis. Donc tu vois le gap aujourd'hui. C'est à peu près combien ? Pour envoyer une œuvre aux États-Unis, c'est à peu près 2500, 3000 euros. Okay. Tu vois, parce qu'il y a plusieurs caisses de transport, des trucs tu vois, c'est hyper protégé, les assurances, tout ça. Aujourd'hui, les œuvres, on va dire que les premières œuvres, elles doivent sortir autour des 18 000 euros par rapport à la taille. Et puis après, en fait, en fonction de la taille, les prix s'envolent. Des œuvres originales, en fait, on décline des éditions d'art qui sont numérotées et limitées à 30 exemplaires, comme on peut voir derrière. Alors, est-ce que tu peux peut-être décrire un peu, pour ceux qui nous écoutent en podcast, ce qu'on a comme tableau derrière un peu. Alors en fait, là on a une Porsche qui est réalisée en Lego, donc une Porsche noire. Bon, les gens ne voient pas, mais toi qui vois, il y a très très peu de Lego noir en fait dessus. C'est un mélange, un mélange de beaucoup de couleurs. C'est très coloré, rose, et vert, puis c'est pas que violet. des Lego type Lego classique rectangulaire ou pas. Il y a aussi des volants de petits Lego. Il y a des phares, il y a de la petite lumière, enfin il y a vraiment un peu de tout, quoi. C'est pas vraiment du conventionnel. Moi le but c'est que quand je commande toutes les pièces Lego qui existent dans cette couleur. D'accord. Oui, on est d'accord que c'est pas du 3D, hein. Tu fais tout à la main et ensuite tu prends Oui, en photo. moi je le dessine avant. Ouais. Je crée mon tableau original qui lui est en 3 dimensions. Là on travaille avec le Labo Photo qui est à Dijon, qui eux font les prises de vue. De cette prise de vue, on réalise des éditions d'art qui sont, elles, numérotées, limitées à 30 exemplaires, donc qui sont des impressions haute qualité sur papier d'art et qui sont au format à l'échelle 1/1 par rapport à l'original. Ok. Et après en fait, on décline 3 grands, moyens et petits formats qui sont des tirages plus dans la décoration. Et qui eux sont en illimité. Donc en fait il y a 3 gammes différentes. Tu as la partie déco et tu as la partie art avec ses 30 tirages et l'original. Donc souvent l'original il part à l'étranger et puis les éditions d'art c'est souvent pour des sociétés. T'envoies vraiment la maquette. L'original, j'envoie l'original puisqu'il n'y en a qu'un seul. Donc il est 3D, il est 3D, il est collé, il a une caisse de transport sur mesure, il a un petit et tu le mets dans un tableau avec qui est un peu rehaussé. Comment tu le... Non, il y a un cadre autour, il est encadré, tu vois, c'est un vrai... Donc il sort du mur, quoi. Ouais, c'est un vrai tableau, quoi. C'est un vrai tableau, c'est fait sur une plaque avec de la peinture derrière et tout, et puis... Tu mets combien de temps pour faire une œuvre comme ça, comme ce qu'on voit? Elle fait quoi à peu près en taille celle-ci? Celle-là fait 120 par 80, okay. Ça prend 1 mois. 1 mois? Ouais, 1 mois. Donc après, il y en a qui vont prendre à peu près 3 semaines.
Et il y en a, par exemple, là je travaille sur un 2 mètres par 2 mètres, ça fait à peu près 3 mois que je suis dessus. Ok, c'est énorme. Enfin, 3 mois pour une œuvre. Alors c'est énorme déjà par rapport à la taille, mais là c'est l'apprentissage, tu vois, j'avais jamais fait aussi grand, c'est qu'en fait 120-80, tu vois, mon bras il fait tout le tour du tableau. Et là en fait je suis obligé de me lever, faire le tour, aller chercher des pièces parce que ça prend une emprise au sol qui est... Donc je perds beaucoup de temps en déplacement sur ce tableau-là. L'atelier que tu es en train de construire va être optimisé pour que tu puisses... Bah justement, en fait, cette commande, et je remercie mes clients, je ne sais pas s'ils écoutent, mais sûrement. Ils ont passé la commande il y a 2 ans. Ok. Et j'avais pas la place pour le réaliser. Et grâce à l'atelier, en fait, je suis rentré à l'atelier, c'est la première chose que j'ai commencé à travailler, en fait. Tu travailles avec des clients vraiment indépendants, ça peut être du particulier, du privé Je travaille autant avec le particulier qu'avec les entreprises. Tu vois, là, on a eu donc les particuliers, eux, ils te contactent, même tout le monde te contacte un peu via Instagram ou via LinkedIn. Des clients particuliers qui, eux veulent pour leur collection, ils ont bien aimé ce tableau, ils l'achètent, ou en fait, ils ont la chance de rentrer dans un processus de commande. Et puis après, je travaille aussi avec des entreprises. J'ai travaillé pour IWC qui a voulu refaire la façade de la boutique qu'ils ouvraient à Copenhague. Ils voulaient rendre hommage au Lego puisque c'est danois. Okay. Et donc en fait on leur a fait une montre qui fait 2 mètres de haut. Et l'année d'après ils ont adoré l'expérience, ils nous en ont recommandé une deuxième. Et la première on l'a récupérée à Dijon, on l'a un petit peu restaurée, on l'a encadrée, on lui a fait une caisse de transport et en ce moment elle est au mall à Dubaï en face de la boutique IWC. Donc ils l'ont installée dans un énorme cube en verre et elle est à Dubaï dans le mall, donc tu vois ça nous fait faire des voyages comme ça. Ah ouais, là, on travaille parce que toi tu te déplaces pour aller voir tes œuvres et tout. Copenhague on l'a fait, Dubaï j'ai l'impression que dès que c'est loin en fait restrictions budgétaires et pareil à une semaine du départ on n'y a pas été. Okay. Et là on va en Suisse chez Rolex parce que Tudor nous a commandé une montre aussi. Puis voilà, on a des grosses entreprises comme ça qui nous font confiance, qui aiment le concept et qui commandent pas pour de la com, qui commandent vraiment pour leur bureau, pour la décoration de leur bureau, leur marque, de leur lieu de travail. Voilà, marque, exactement. Ouais. T'as une œuvre là à nous dire vraiment où tu t'es dit c'est mon bijou, vraiment c'est ma création pour l'instant à l'heure où je suis, c'est mon max que j'ai pu faire. Il y en a, en fait, je te dirais, il y en a plusieurs, parce que j'ai travaillé sur un Jordan. J'ai adoré travailler sur Michael Jordan. Okay. En plus, tu vois, il est parti dans la fondation d'une famille, tu vois, pour une collection privée. Tu vois, j'ai trouvé ça aux États-Unis, j'ai trouvé ça génial. Le Nelson Mandela que j'ai fait parce que j'ai aimé travailler sur le personnage. On a fait une œuvre en commun avec Schema, on a fait une Porsche moite-moite. C'était aussi cool comme expérience. Parce que Schema, si tu peux répéter un peu pour expliquer à ceux qui nous écoutent, Schema, lui il fait de l'hyper-réalisme. Il fait de l'hyper-réalisme, c'est ça. Hyper-réalisme, il en parlera que moi. Il faut écouter l'autre podcast. Il y a un autre podcast avec Marie, n'hésitez pas à aller l'écouter en tout cas. Et donc lui, il en parle. Donc lui, il fait crayon graphite, pierre noire et un petit peu de gomme. Donc hyper réaliste. Et puis après, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi en fait, chaque truc a une histoire. La première, je voulais travailler le verre, j'ai pas trouvé le sujet. J'ai fait une Rolex verte. Elle m'a fait exploser. Parfois, j'ai l'impression d'être horloger parce que tout le monde me demande de faire des montres. Tu vois, et ça a un côté. En fait, ça m'a ouvert des portes. T'es pas du tout spécialisé là-dedans. Et puis d'un seul coup, en fait, tu fais un truc et tout le monde fait. Ça fait fait le buzz et puis sur les réseaux sociaux c'est repris dans tous les sens. La première paire de Nike que j'ai fait, elle a été republiée sur un des plus gros comptes américains. Chacune a leur histoire et dans le poids je peux pas te dire tu vois, j'ai travaillé les animaux ça a moins d'impact sur les réseaux sociaux. Par contre quand les gens ils les voient en vrai, tu vois, j'ai fait un éléphant en noir et blanc, quand les gens ils le voient en vrai, ils sont scotchés, tu vois, ils restent un peu devant, ils se demandent comment c'est possible, tu vois, il y a du... Ouais, peut-être que c'est des œuvres qui sont un peu moins dans la communication, moins touchantes pour le grand public, alors que quand on voit une vraie montre Rolex toute logotée et que moi je la vois sur Instagram quand je scrolle, c'est sûr que j'ai plus tendance à m'arrêter. Parce qu'en fait, il y a tous les gens qui aiment les montres, ils font t'as vu, c'est un délire, tu vois, les gens qui aiment l'art, il y en a moins, tu vois. Et les gens qui aiment les montres, tu vois, ça va des jeunes au moins. Ah tiens, vas-y, regarde, le gars, il a fait une montre en Lego, c'est un délire et tout, tu vois. Et puis en fait, tac, ça prend les gros comptes qui parlent d'horlogerie, hop, eux, ils trop publient. Puis en fait, ça commence à faire des petits, ça commence à prendre une ampleur presque qui
qui parfois te dépassent parce qu'en fait on me demande des choses minutes pour, tu vois, moi je mets un mois pour faire un tableau, ils me disent on a un événement dans 2 semaines, vous pouvez. Ah non. Bah non, pas possible. Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est... Bon après voilà, c'est comme dans l'événementiel, tu vois, où on demande un projet maintenant, et sauf que là, on peut pas qu'il faut du construire temps, le faut décor, construire, faut la créa, faut tout ça, en fait c'est un peu près pareil, c'est des métiers qui se ressemblent. T'as pas fait d'études, toi, de ton côté? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais, pas plus que ça. Même, en fait, même quand t'étais professionnel à 16 ans, ils te mettaient pas un peu dans un... Bah, en fait, le deal, c'est, pour mes parents, c'est que je pouvais partir de chez moi si je continuais à aller à l'école. Ok. Mais j'étais pas très scolaire. Et j'avais la chance que le hockey, ça se passe très très bien. Et en fait, tu à 16 ans, tu traînes avec des papas, tu sais, qui avaient 32 ans, qui avaient 30 ans. Eux, ils sortaient, tu vois. Moi, j'avais 16 ans, quoi. Je sortais de nulle part. Je sortais chez mes parents. Et puis après, en fait, tu commences à signer des contrats. Puis, faut s'entraîner plus. Tu commences à partir jouer en plein milieu de semaine. Et puis, j'ai jamais vraiment trouvé. J'ai jamais vraiment été scolaire. Non, mais c'est pour montrer que ton parcours, on peut encore aujourd'hui ne pas avoir de vrai plus, un master ou un bac ou ce que vous voulez, et on arrive quand même à s'en sortir dans la vie, à faire ce qu'on aime par passion. En fait, c'est la passion, toi, qui t'a sorti un peu de tout ça. Ouais, c'est ça. Puis par contre, en fait, ce que t'as pas, c'est tous les codes et d'échange et de communication avec justement tout. Tu vois, on a le même problème avec Schema, c'est qu'on n'a pas fait d'études dans l'art, de machin. On se pointe dans le milieu de l'art. La communication avec les galeries, les agents, elle est compliquée parce qu'on n'a pas les codes, tu vois, on les a appris au fur et à mesure. Et puis je pense que quand tu dois lancer ton produit, quand tu es dans une certaine branche, si tu n'as pas les codes, il faut que tu les apprennes parce que tu les as pas appris à l'école. Mais une fois que tu les comprends, tu vois, en fait, je pense que si tu es un peu caméléon et si tu sais un peu parler à tout le monde et un peu comprendre ce que les gens attendent, je pense que tu peux avancer, tu peux tenter. Et puis après, faut aussi que ton produit soit porteur, faut que malheureusement, toi, tu sois aussi porteur tu vois, parce que tu restes à vitrine un petit peu et je pense que, tu vois, quand tu parles avec des gens, tu te dis, ouais, le gars, je l'aime bien, j'ai envie aussi de bosser avec ou pour lui ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, je vois. Ouais, mais c'est super important d'avoir des personnes comme toi qui se lancent dans des audaces différentes et surtout avec des parcours de vie différents parce que c'est déjà plus touchant. On s'accroche plus au personnage et on découvre quelqu'un de totalement différent et qui n'a pas la même vision du monde. C'est-à-dire que moi, comme tu dis, tu as une passion pour le mobilier, moi je vois une chaise, toi tu vois autre chose qu'une chaise. Et c'est ça qui est fort. Toi, c'est dans nos visions. Ouais, c'est ça, moi je veux une pièce de déco et je vais finir par m'asseoir dessus, tu vois, mais tu sais, quand je marche dans la pièce, je dis, elle est belle. Elle est belle. Elle est sympa. C'est très drôle. Est-ce qu'on peut avoir des réseaux sur lesquels on peut te retrouver et on peut voir tes œuvres, on peut te suivre? Le réseau principal c'est Instagram, donc là prenez votre téléphone pendant que vous écoutez et allez vous abonner, donc c'est Mbrick Art, pas mal. MBRICK Art. ART. Et puis après, on a LinkedIn, on a Facebook, on a toujours avec TikTok. le même pseudo. Toujours avec le même, toujours avec le même pseudo. Ça vient d'où ce nom? Mon prénom c'est Emric. Puis comme je travaille la brique de Lego, tu vois, avec toute notre équipe marketing, tu vois, on s'est mis autour de la table, on était une cinquantaine et puis on est tombé sur ce nom-là. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, quoi. Non, voilà. Il était tout trouvé. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, vous aussi, à nous suivre sur nos différents réseaux et à aller voir un peu ce que fait Embrick. On a aussi parlé de Schema, n'hésitez pas à aller aussi. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une agréable journée et bonne chance pour votre audace et pour vos différents projets à tous. Merci.